Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 4 mars 2026, avec Bruno Nassim Aboudrar, historien de l'art, spécialiste des enjeux politiques et sociétaux de l'art, auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Flammarion, tels que Qui veut la peau de Vénus, Le destin scandaleux d'un chef-d'œuvre de Velázquez, ou encore Les dessins de la colère. Il présentait ce jour-là son nouvel ouvrage paru aux éditions Flammarion, Occidentalisme, peindre à l'européenne dans le monde, 16e, 20e siècle. L'échange était conduit par l'artiste peintre et sculptrice Evelyne Toussaint. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette rencontre. Merci surtout à Nassim Aboudrar d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Toulouse pour nous présenter son livre publié chez Flammarion, Occidentalisme, peindre à l'européenne dans le monde, donc de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Je voudrais signaler mon remerciement aussi à la modératrice du jour, à l'animatrice Evelyne Toussaint, qui est historienne de l'art, qui est professeure émérite à l'université Toulouse Jean Jaurès, et qui nous fait plaisir de discuter, qu'elle a accepté avec grand plaisir la discussion avec Nassim. Et vous signaler également que le livre est disponible à l'accueil de la salle et que vous pouvez vous procurer, qu'il y aura un moment aussi d'échange à l'issue du dialogue entre Evelyne et Nassim. Et donc voilà, je vous souhaite une belle rencontre et Evelyne, je te laisse la parole. Merci beaucoup Maxime. Et merci beaucoup Nassim d'avoir accepté l'invitation de Ombre Blanche aujourd'hui. Je vais dire quelques mots de présentation et d'introduction à cet ouvrage. Et puis ensuite, exceptionnellement, c'était assez rare ici que nous puissions faire défiler des images. Et Maxime l'a accepté bien volontiers. Et c'est formidable parce que c'est vraiment un livre d'images et de récits dont nous allons parler ce soir. Alors, Bruno Nassim Aboudrar est professeur à la Sorbonne Nouvelle en histoire et théorie de l'art. Et il co-dirige un master qui a pour titre Géopolitique de l'art et de la culture. Ça donne le ton de ses centres d'intérêt très larges. Je ne mentionnerai ici que quelques publications récentes dans le champ à la fois de la littérature et celui de l'histoire de l'art, qui est une double appartenance pour toi, avec une même passion pour les mots, les images et les récits. Un roman récent, Les Week-ends, paru chez Plon en janvier 2025. Juste un mot à ce sujet, parce que je viens de le lire, et voilà. Et je me disais que tu écrivais comme tu regardes la peinture et comme tu parles de la peinture. C'est dans cet ouvrage, on part des objets, on parle un portail, une très belle agate, et à partir de là, Nassim donne une histoire, livre une histoire, des temporalités multiples, tout un récit qui se construit. C'est vraiment comme on regarde une image, comme tu fais parler les images. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Un livre universitaire avec 3 auteurs, avec toi François Mérès et Laurent Martin, qui a pour titre Géopolitique de la culture, chez Armand Collin en 2021. Un essai, Les dessins de la colère, chez Flammarion en 2021, sur l'iconoclasme musulman, la question des caricatures du prophète, mais peut-être de cette question de l'iconoclasme musulman, nous aurons l'occasion de dire quelques mots tout à l'heure. Je signale aussi que tu collabores régulièrement à une revue d'art marocaine qui a pour titre Diptyque, qui est en ligne, et vous trouverez des articles extrêmement intéressants en ligne. Voilà. Alors, j'ai lu Occidentalisme, peindre à l'européenne dans le monde 16e, 20e siècle, pour son titre complet, avec le même enthousiasme, je dois dire, du début à la fin. En parcourant ici les grandes lignes, nous allons nous arrêter d'abord sur ce titre, Occidentalisme, parce que le projet est bien de proposer une expérience de décentrement, je te cite, en miroir au grand livre d'Édouard Saïd, bien sûr, l'orientalisme, publié en français en même temps d'ailleurs que dans sa langue initiale en 1978. Et en fait, s'inscrivant dans le cadre épistémologique de l'histoire connectée et d'une géohistoire de l'art, c'est très important de le dire parce qu'on pourrait penser que c'est acquis, mais ça ne l'est pas en histoire de l'art, c'est pas si simple. De même que c'est pas acquis non plus de penser histoire connectée en histoire. Et l'hypothèse que démontre ton livre, c'est que dans un contexte, je te cite encore, d'aveuglant sentiment de supériorité, doublé d'une intolérance religieuse missionnaire, qui a convaincu bien des Européens de ne rien voir
et de ne rien comprendre aux artefacts produits par d'autres cultures, au point de les détruire en masse. Ça donne le ton, c'est vraiment l'entrée générale de ton ouvrage. Les artistes assimilent les propositions européennes jusqu'à les rendre compatibles avec la conception qu'ils ont du monde. Voilà, il y a une distorsion, il y a une résistance, il y a une rébellion en quelque sorte qui se joue là. Et dès lors, les occidentalismes seront affaire d'actes justement de résistance parce que, écris-tu, il n'y a jamais de mécanisme unilatéral de domination. C'est pas si simple, parce qu'on aurait pu lire un peu hâtivement chez Saïd. Alors, ma première question, ce serait celle-ci. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de ce défi, c'est-à-dire imaginer un domaine symétrique, je cite cette fois-ci Edward Saïd dans son livre, ce que tu as relevé pour identifier justement en miroir les occidentalismes? Merci pour cette question. Je vais dire un mot, mais avant, je voudrais te remercier d'avoir lu mon livre, remercier la librairie et Maxime de me recevoir et vous remercier d'être ici et vous dire à quel point je suis heureux. Le livre est à peine sorti. C'est ma première rencontre avec des lectrices et des lecteurs dans une ville particulièrement belle et je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà. Donc je voudrais commencer par dire cela. Et puis répondre. Je suis pas sûr que l'intuition au départ de ce livre, au départ de tout livre, je pense qu'il y a une intuition. Je suis pas certain que l'intuition de ce livre ait été la volonté de répondre à Saïd, que j'avais lu bien sûr, mais de faire une sorte de mettre quelque chose en miroir de son ouvrage qui s'appelle L'orientalisme. Alors pour vous rappeler un peu en un mot, l'orientalisme, pour reprendre ça, a globalement deux sens. Un sens en histoire de l'art, ça désigne ce qu'on appelle la peinture orientaliste, le style orientaliste. Je pense que ce sont des choses que vous connaissez parfaitement, j'ai pas besoin d'insister. Et puis un sens un peu plus universitaire, qui est celui que donne ce chercheur très engagé palestino-américain qui était Edward Saïd. Et il appelle orientalisme la manière dont des savants européens se sont emparés de la culture, des cultures orientales. Il dit des cultures orientales, mais en fait, il s'intéresse, lui, qu'aux cultures, c'est déjà pas mal, proches orientales, étant lui-même palestinien. Il s'intéresse, en fait, essentiellement, il ne parle pas du tout ni du Japon, ni de la Chine, mais vraiment du monde arabe, éventuellement arabo-ottoman, mais enfin, essentiellement du monde arabe, et l'ont classifié, traduit, hiérarchisé. Donc on produit un savoir qui est un savoir de part en part occidental, avec d'ailleurs toutes les qualités du savoir occidental. Enfin, je veux dire, on sait constituer un savoir sur quelque chose qui est complètement extérieur et dont ils n'ont pas voulu saisir les qualités propres, quoi. Ils ont mis ça. Et puis c'est un livre très engagé qui est au départ de ce qu'on appelle les études décoloniales ou postcoloniales, comme on veut, parce qu'il considère que l'orientalisme, donc ce savoir, très largement un savoir universitaire produit par l'Occident sur l'Orient ou sur le Proche-Orient, a accompagné l'expansion coloniale, a permis de comprendre, de classifier les peuples, d'en faire et du coup de tenter de les maîtriser. Donc il y a une fonction politique. Alors je reviendrai en face, je propose effectivement cette notion d'occidentalisme, c'est-à-dire que j'essaye de montrer comment orientalisme est employé au singulier, qu'il s'agisse d'un peintre orientaliste ou de l'orientalisme de Edward Said, c'est forcément au singulier parce qu'il y a un seul foyer, le foyer occidental, qui détermine ce que sont des cultures autres que la sienne, des cultures halogènes. Donc c'est normal qu'il y a un seul orientalisme d'une certaine façon. Moi j'ai employé la notion d'occidentalisme au pluriel parce qu'il y a autant de manières de s'adresser aux propositions européennes qu'il y a de cultures, qu'il y a de sociétés. Et ce que je montre dans le bouquin, c'est que des sociétés mogholes indiennes, par exemple, n'ont pas du tout le même regard sur une même œuvre d'art que des sociétés latino-américaines ou que des sociétés chinoises, etc. Enfin bon, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Maintenant, peut-être, je termine ça, mais juste pour répondre encore d'un mot, le point de départ de mon bouquin, c'est pas l'idée
comment dire, théorique ou un peu idéologique de répondre quelque chose à Saïd, c'est bel et bien la surprise de voir dans les musées où je me rendais au cours de mes voyages, d'avoir une impression de retrouver des choses que je connaissais bien, des choses de mon propre savoir, de ma propre culture, qui est de part en part européenne, mais déformée, mais différent. Et c'est ce jeu de proximité et de différence, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que ça me plaisait plus que l'exotisme, et du coup j'ai eu envie d'en savoir de plus en plus, et c'est ça qui a animé ma curiosité au départ. Ça fait donc, en fait, Saïd s'intéressait à l'invention de l'Orient par l'Occident. Ça n'est pas du tout ce que tu fais. Effectivement, c'est tout autre chose. Nous allons le voir. Alors, ce livre est organisé en 2 parties. D'une part, prosélytisme et d'autre part, appropriation. Chacune organisée en 3 chapitres. Et comme il est impossible de les aborder tous, nous en retiendrons ici seulement quelques-uns. Nous nous sommes mis d'accord sur une trame. C'était un régal pour moi parce que j'ai pu proposer les œuvres. Ça a été difficile quand même, parce qu'il y a, je ne sais plus combien, 211 images dans l'ouvrage, d'une magnifique qualité d'impression. Vraiment, il y a eu un travail formidable. Donc c'était un dilemme, c'était difficile de choisir. Peut-être qu'on peut le faire Je me dis qu'on peut circuler. peut-être le faire tourner. Peut-être tu veux regarder s'il n'y a pas de papier à l'intérieur. Oui, c'est le mien, mais pardon, tu peux regarder. pardon. Non, on peut le faire tourner, mais juste qu'il n'y ait pas de choses qui traînent. Non, mais je veux pas voilà, que... C'est à toi, ça me pardonne. Non, pas de problème. Je croyais que c'était le livre de Voilà. de la librairie. Alors, bon, c'est pas du tout pédagogique, on fait jamais ça en cours, vous savez, parce qu'après, les étudiants regardent le livre, ils n'écoutent plus ce qui se dit, mais on va faire comme ça. Donc, dans le premier chapitre de prosélytisme, de cette première partie, peindre à l'espagnol, on découvre que la peinture européenne... Merci Maxime. Que la peinture européenne arrive en Amérique, je te cite, dès le premier jour de la conquête, et que les Espagnols sont tellement pris dans leur propre système de représentation qu'ils n'y voient pas le résultat d'une codification, mais quelque chose d'universel. Et c'est la première chose qui t'a choqué, effectivement, qui peut être... Alors, je continue juste... Et au Mexique, les Espagnols ont pieusement, écris-tu, voué au feu des autodafés la presque totalité des codex antérieurs à leur arrivée. Il en reste probablement une quinzaine seulement. C'était un autodafé, effectivement. Tu montres comment, dans un contexte de prosélytisme visant à convertir toute l'ère latino-américaine, le syncrétisme se fait stratégie d'évangélisation. Mais tu découvres aussi que la résistance peut prendre bien des formes. Ainsi, écris-tu en Bolivie, d'une peinture avec laquelle les peintres descendants d'Indiens veulent actualiser des résistances, fixer l'imaginaire d'une fidélité à une identité collective disparue qu'il faut constamment réinventer et dont le récit presque interdit ne dit rien. Et là, on va comprendre tout de suite comment tu as travaillé au vu de cette image. C'est-à-dire que dans la distraction, on pourrait regarder hâtivement pour des éléments que nous y reconnaissons, mais ce que tu y mets au jour, ce sont justement des détails tellement porteurs de sens qui révèlent tout autre chose. Oui, alors merci. Alors sur l'histoire de l'arrivée avec des images, ça je dois dire que ça m'a effectivement surpris, émerveillé, peut-être plus que choqué. J'avais pas pris la mesure, on connaît tous des récits comme ça de l'arrivée des Espagnols au Mexique, sur la rive atlantique du Mexique, dans un endroit qui va s'appeler la Vraie Croix, Veracruz, et qui existe encore. Et donc ils arrivent un beau matin de 1519. Hernán Cortés descend du bateau avec ses chevaux, ses canons et ses compagnons. Et là, il voit des Mexicains, en l'occurrence, ce sont des Mayas. Et une des premières choses qu'il fait, c'est de sortir une vierge à l'enfant et de la montrer à ses interlocuteurs. Non, une des premières choses qu'ils font, c'est de se battre. Et puis le lendemain, ils font un peu la paix. Et là, il sort de ses bagages une vierge à l'enfant et il la montre à ses interlocuteurs. Il raconte que les interlocuteurs
Mayas donc sont absolument éblouis et quasiment déjà convertis. Alors c'est évidemment un récit presque hagiographique, mais c'est un récit tout à fait. Enfin c'est une des chroniques de la conquête qui raconte ça. Et je n'avais jamais pensé, et je fais le pari que vous non plus, que dans ces bateaux tellement chargés à bloc, il y avait à manger, il y avait des chevaux, il y avait des hommes, il y avait, etc., qu'ils avaient en plus transporté des peintures. Donc ces hommes partaient de Séville en emmenant, comme une chose absolument indispensable, des Vierges à l'enfant. Ça m'a touché. Et comme amateur de peinture, ça m'a touché. Puis là-dessus, il y a l'histoire assez curieuse que les Mayas ne connaissaient pas le cheval. Enfin, toute cette région il n'y avait pas de chevaux. Et ne connaissaient pas non plus les armes à feu. Et donc, quand ils voient des chevaux et des armes à feu, ils ont toujours les récits espagnols racontent qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement effrayés, quoi, qu'ils confondent presque, et Hernán Cortés et ses hommes jouent de ça, c'est-à-dire qu'ils font tonner les canons, ils font ruer les chevaux, et les Mayas sont absolument effrayés, enfin, et confondent presque, ils ne savent pas très bien si le cheval est une arme, si l'arme est un cheval, ils confondent. Donc il y a cette idée d'une étrangeté totale, et puis en même temps, ces Espagnols, ça leur pose pas une seconde, ils se posent pas une seconde la question de savoir si on peut reconnaître quelque chose dans une peinture. Or, nous savons que c'est une compétence. Maintenant c'est une compétence universelle parce que la peinture est devenue universelle, mais on ne voit pas forcément ce qui est représenté dans une peinture. Ça s'apprend, un peu comme on apprend à lire et à écrire. Et pour eux, c'est une chose. Alors la preuve en est que nous ne comprenons absolument pas ce que ces mêmes Mexicas représentaient dans leur codex. On ne peut pas les lire encore aujourd'hui, quelques érudits qui essayent de les déchiffrer, mais on ne voit pas vraiment ce que ça représente. On voit des bons hommes, on voit des trucs, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez, ça devrait être réciproque. Or, dans leur esprit, ça n'est pas réciproque. Alors, et ça, c'est le premier point. Et puis l'autre, tu faisais, je crois, allusion à une peinture comme celle-ci, alors je vais vous la décoder. Je dois dire, là, pour être tout à fait honnête, que l'interprétation iconographique n'est pas de moi. Ça m'arrive dans ce bouquin d'avoir ce qu'on appelle des interprétations iconographiques, des compréhensions d'œuvres, mais je cite aussi beaucoup de chercheurs et de chercheuses, et là, il faut rendre hommage. Alors, je ne peux pas le faire de mémoire, mais enfin, il y a une note qui explique bien que ce n'est pas moi qui livre cette interprétation. Toujours est-il que ce tableau, c'est une Vierge, c'est la Vierge qui est, vous voyez ici, elle est entourée de Saint-Michel, de Saint-Gabriel, et puis vous reconnaissez la Trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit sous forme de colombe, d'ailleurs, ce qui est relativement rare en Amérique latine. D'habitude, c'est sous la forme d'un homme, et souvent d'un jeune homme. Et puis ici, on a Charles Quint, ici Paul III Farnèse, qui l'un et l'autre étaient morts depuis 150 ans quand le tableau est fait. C'est un tableau du XVIIIe siècle. Quand j'ai 150 ans, 200, je vous laisse faire le calcul. Mais enfin, c'est pas le même siècle, quoi. Donc ce sont des hommes qui sont contemporains de la conquête. Ce sont même Charles Quint, même celui qui a accepté les conquêtes espagnoles pour les faire rentrer dans ses biens, qui a donc fondé l'Empire espagnol en quelque sorte. Et le tableau est du XVIIIe siècle, et comme presque tout ce genre de tableau, il existe en plusieurs exemplaires. Et en même temps donc que cette Vierge entourée de personnages tout à fait saints en haut, enfin même divins, ou européens en bas, c'est en même temps ce qu'on appelle une huaca, c'est-à-dire une montagne sacrée, et pas n'importe quelle montagne sacrée, le Cerro Rico. Et le Cerro Rico, c'est une montagne argentifère, une mine, dans laquelle les Indiens, qui avait été découverte par Diego Hualpa, un Indien, qu'il avait montré à son chef, à son roi, l'Inca Huayna Capac, en 1462, donc
peu avant la conquête, cette mine d'argent avait été découverte et elle était donc une waka, un lieu sacré, et elle devient sous la botte espagnole un lieu de très grande souffrance, puisque c'est là que les Indiens, enfin ceux qui restent, qui n'ont pas été touchés par la maladie, ils sont décimés quand même, travaillent si durement qu'ils y meurent. Donc c'est très très ambigu. Et puis vous voyez aussi sous les personnages sacrés que sont le fils, Saint-Michel, vous voyez ici le soleil des Incas, et sous l'eau les autres personnages sacrés que sont Dieu le Père et l'archange Gabriel, vous voyez la nuit des Incas. Donc ils ont réussi. Et ça, vous trouvez ça encore aujourd'hui sur des tas d'églises aussi bien péruviennes que boliviennes ou mexicaines. Dans le décor foisonnant de ces églises baroques, il y a plein de signes qui sont en fait des signes pré-chrétiens. Et donc la manière dont un tableau... Mais c'est fondamentalement occidental, c'est une peinture à l'huile, sur bois, toutes choses qui sont absolument inconnues évidemment avant les Espagnols, donc rien que le médium est tout à fait occidental. Donc ce syncrétisme m'intéresse évidemment, c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, et j'en donne d'autres exemples. Et c'est vrai que c'est probablement le plus complet. Et il y a une curiosité aussi, c'est ce que tu dis être une hostie, mais qui est un peu aussi proche d'un globe, voire d'un bouclier. Enfin, ça m'a oui, c'est très curieux. En même temps que d'une sphère d'argent. Oui. Donc effectivement, là, c'est d'interprétation difficile. Donc, nous n'aurons pas le temps, malgré leur intérêt, de nous attarder sur chacun des chapitres suivants. Ça a été un dilemme, là encore. Il faudra, par exemple, découvrir dans Occidentalisme Nanban, le Japon face aux barbares d'Occident, pour nous laisser le temps d'aborder l'interprétation iconographique que tu fais d'œuvres de la sphère moghole, très peu connue en France, somme toute. Dans ce chapitre, le goût des grands moghols. Et je salue au passage l'importance encore que tu donnes à la description de chaque document dans la lignée d'un Daniel Arras. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous aimez les images et que vous aimez l'histoire de l'art et que Daniel Arras, ça vous parle, et notamment son magnifique, extraordinaire ouvrage sur le détail. Et vraiment, ce que tu écris, c'est dans cette lignée-là, à mon sens. Et son attention donc aux détails, renouvelant le regard de chacun, historien de l'art compris, sur l'art. C'est quand même une vraie critique pour les historiens de l'art qui, quelquefois, négligent un peu de regarder assez bien les images. En Inde, la situation est très différente que dans la Nouvelle-Espagne. Les Portugais ne vont pas attaquer militairement l'Empire moghol. En revanche, la religion sera une dimension fondamentale de cette conquête. Mais pourrais-tu éclairer, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, la question du rapport aux images dans les mondes musulmans, et peut-être à partir de cet étonnant portrait où se mêlent images et écriture, cette œuvre anonyme que vous avez à l'écran. Merci. Alors, pour que vous voyez bien, enfin pour vous dire ce que vous êtes en train de voir, vous voyez un des empereurs moghols, je vais y revenir dans un instant, qui s'appelle Jahangir, qui est là, qui est en train de contempler une vierge qu'il tient dans la main. Et ce que vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est la reproduction en quelque sorte d'un portrait de la Vierge, donc d'un tableau tout à fait occidental, et qu'il a reçu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les empereurs moghols, 3 d'entre eux en particulier, Akbar, son fils Jahangir et le petit-fils d'Akbar, qui s'appelle Shah Jahan, enfin qu'on appelle Shah Jahan. Donc sur 3 générations, si vous voulez, ça dure pas très longtemps, de la fin du XVIe siècle au premier tiers du XVIIe siècle, sont des empereurs musulmans qui règnent sur une très très grande partie qui ne comprend pas le sud de l'Inde actuelle, mais qui comprend tous les 2 tiers nord, en quelque sorte, de l'Inde actuelle, et tout le Pakistan, une partie
de l'Afghanistan actuel. Donc, si vous voulez, c'est imaginez l'Inde et décalez là un peu vers au nord, comme ça, vous poussez, et vous avez l'empire moghol. Moins c'est vraiment rien, moins quelques comptoirs, Goa, etc., qui sont des comptoirs portugais qui servent au commerce. Hein. Et ces hommes sont musulmans, mais je ne sais pas comment il faut dire, hyper tolérants. Et non seulement tolérants, mais passionnés par les religions, par la question des religions. Et donc, ils tolèrent très très bien les hindous, ce qui n'est pas le aujourd'hui, enfin, la géopolitique, c'est intéressant, quoi, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très apaisé depuis 1947 dans la région, tandis qu'à l'époque, c'est justement très apaisé. Et quand ils entendent parler de jésuites qui sont installés sur la côte, ils se disent qu'ils ont envie de discuter avec eux. Et donc Akbar envoie un ambassadeur à Goa pour faire venir des jésuites. Alors les jésuites ont un peu peur au début parce que c'est un immense empire et qu'ils ont des éléphants. Alors là, pour le coup, le rapport de force est pas du tout en faveur des Portugais, qui d'ailleurs ne chercheront pas du tout à rentrer à coloniser ou à quoi que ce soit de ce genre dans cet empire. Ils se contentent de leurs comptoirs commerciaux. Mais bon, c'est trop tentant, l'idée de pouvoir convertir l'empereur et du coup toute cette culture, c'est irrésistible. Et donc assez courageusement, les jésuites, comme ils sont, les jésuites choisissent 3 d'entre eux et pas n'importe lesquels, plus haut niveau de culture, de hiérarchie, de noblesse, etc. Et ils vont à la cour où ils sont fantastiquement reçus. Et ils arrivent avec des images, eux aussi, mais eux, c'est parce qu'ils savent que ça va plaire. Ils connaissent l'iconophilie de l'empereur, c'est assez connu. Donc ils arrivent avec des images, et notamment un recueil d'images, une sorte de recueil d'images, c'est ce qu'on appelle la Bible Plantin, qui est une édition en 4 langues de la Bible, édité donc par l'imprimeur Plantin, avec de très nombreuses gravures. Et donc, ils offrent ça en cadeau. Et là, l'histoire est marrante parce qu'ils sont convaincus, l'empereur les reçoit très très bien, et ils sont convaincus qu'ils vont réussir à le convertir. Ça dure, des dîners, des soirées, des trucs, des discussions à n'en plus finir. Et en fait, l'empereur n'a pas la moindre intention de se convertir, il n'a jamais eu la moindre intention de se convertir, et il ne cherche pas du tout non plus à se moquer des jésuites. Ça l'intéresse, mais il veut rester, ça l'intéresse comme de la philosophie, quoi. Donc, et alors, il déploie toutes sortes de signes. Il embrasse les images, il est prêt à s'agenouiller, il les regarde longuement, il les contemple, il fait écrire, il pousse des hauts et des A, etc. Mais il ne se convertit pas. Et ça va durer comme ça pendant environ 60 ans. Sur 3 générations, il y aura 3 missions jésuites qui vont revenir et à chaque fois, ça va recommencer et change d'image. Ces images plaisent tellement aux empereurs que j'ai plein d'illustrations dans le bouquin, je vous y renvoie. J'étudie, c'est vrai, d'assez près la manière dont ils se servent de ces images. Ils les font, mais notamment, ils les font reproduire par leurs peintres, dont quelques femmes, je le signale au passage. Et c'est intéressant tout ça, effectivement. Evelyne, tu as tout à fait raison de le souligner. Pour être clair, les empereurs sont musulmans et sont sunnites. C'est-à-dire que contrairement aux chiites qui ont une assez bonne tolérance aux images d'habitude, ils devraient rejeter les images. Or, ils ne les rejettent pas. Mais on connaît, parce qu'il se trouve que son grand vizir a écrit une sorte de chronique, disons, de la vie quotidienne d'Akbar, qui est fort heureusement traduite en anglais parce que je ne lis, autrement je ne pourrais pas la lire évidemment, qui était traduite en anglais au début du XXe siècle, et dans lequel, parmi les dits d'Akbar, il y a cette phrase les images sont magnifiques, et il faut reconnaître que les Européens font des images vraiment magnifiques parce qu'ils imitent très bien le réel, mais rien ne vaut l'écriture, rien ne vaut la calligraphie, donc il y a quand même sa hiérarchie, reste une hiérarchie tout à fait musulmane. Alors, ils adorent ça, et ils demandent aux peintres de faire des images à l'occidentale. Et donc ça, c'est pas tout à fait une image à l'occidentale, encore que, donc vous voyez que toute la décoration est tout à fait perso-moghol, mais l'attitude de contemplation est une attitude que l'on trouve
assez couramment dans des représentations occidentales d'amateurs d'art. Et voilà. Alors, j'ai été très intéressée aussi par une image. Tu l'as retenue peut-être que ce serait l'occasion de... Voilà, oui, je voudrais bien de vous donner un peu une idée de la manière dont Nassim Aboudrar écrit en lisant quelques lignes au sujet de ce que vous avez à l'écran. Est-ce que tu veux le lire ou est-ce que je le fais ? Donc, anonyme, Mourakat de Saint-Pétersbourg, qui se trouve au musée d'Ermitage. Les thèmes des 2 vignettes sont proches. Il s'agit de conversations spirituelles. En haut, 3 femmes rendent visite à un sage. En bas, 3 femmes s'entretiennent avec 3 personnages vêtus de tuniques ocre. Mais alors que la scène inférieure se situe dans un décor simplifié à l'extrême, avec à droite un bâtiment gris qui ne se devine qu'à sa porte voûtée, à gauche, un paysage élevé à la quasi-abstraction d'un carré vert sous un rectangle bleu, la scène supérieure s'ouvre sur une védoute à l'européenne. Une perspective profonde creuse le plan de la représentation, tendu par le contraste entre un premier plan, arbre et montagne à gauche, grand arbre à droite, très rapproché, et un horizon qui éloigne au maximum la perspective atmosphérique, noyant dans des gris bleus une chaîne de montagnes, tandis qu'entre les deux sinue une rivière aux berges ici agrestes, là construite comme depuis la Vierge du chancelier Rollin de Jan van Eyck, 1435, les arrière-plans des peintures européennes en fournissent d'innombrables exemples. Voilà, on a en quelques lignes, on a tout. On a toute la dimension de ce qui est donné à voir et on a la référence qui a été la référence occidentale utilisée par l'artiste, en l'occurrence Jan van Eyck. Et on voit vraiment le syncrétisme dont il est question ici. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Oui, ce que je voudrais ajouter à ta lecture, à ma propre description, c'est que dans la superposition de ces images, je me permets de me lever pour vous laisser les voir. Dans la superposition de ces images, on a aussi ce qui est le principe qui est globalement ma thèse dans l'ensemble du livre, qui est la très grande liberté que prennent les artistes par rapport à cette proposition européenne. Donc elle leur est offerte, plus ou moins violemment en Amérique latine, de façon extrêmement courtoise et diplomatique en Inde, et ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Et vous voyez, il n'y a pas du tout l'idée que l'on aurait pu avoir, nous occidentaux, que quand on arrive avec notre système de peinture, qui est vraiment très, on est les plus forts en réalisme, si vous voulez, la perspective, la peinture en volume, les ombres, etc. Il n'y a que les Européens qui savent le faire vraiment. Et donc on pourrait penser qu'il y a une sorte de supériorité technologique qui est écrasante en quelque sorte. Or, oui, il y a une supériorité technologique, mais comme ça ne correspond pas au système de pensée de ces gens, ils prennent toutes les libertés et donc, d'une certaine façon, pour le dire très simplement, ils aiment autant ça que ça et considèrent que c'est aussi raffiné, que c'est aussi réussi. Et donc l'offre occidentale devient une sorte de choix, de manière de faire, et en soi c'est subversif. Je ne dis pas qu'ils subvertissent le système forcément, mais ce choix est en soi subversif si on le rapporte quand même à la volonté hégémonique de l'Europe de l'époque et puis jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas, les Européens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait en permanence l'exercice d'un droit de choix, d'un droit d'inventaire, de quelque chose qui n'est pas du tout on n'est pas du tout épaté. On trouve ça beau, intéressant, on imite comme on veut, on se l'approprie comme on veut, etc. Et ça m'a vraiment intéressé, quoi. Je me suis demandé aussi ce qui circulait comme image. On peut difficilement le savoir, mais par exemple, on voit bien là, évidemment, Van Eyck, mais est-ce qu'il voyait Giotto ? Qu'est-ce qui se mêlait aussi aux traditions de la miniature ?
Alors oui, en fait, pour être, mon exemple est presque trop bon parce que c'est vrai que c'est quasiment le même paysage. J'ai pour autant absolument pas les moyens de prouver que l'artiste a, alors, évidemment pas le tableau, mais même une gravure, je suis pas sûr que Greineck soit tellement gravé. Non, on sait à peu près ce qui circule. Ce qui circule comme ça massivement, c'est de la gravure flamande. C'est de la gravure flamande d'après des peintres maniéristes flamands. Ça, c'est vraiment ce qui arrive en masse. Alors, la deuxième partie du livre, Appropriation, comprend elle aussi 3 chapitres. Le paradoxe américain, Tanzimat et Narda, l'art académique en terre d'islam, et Oga et Chiwa Idong, pardon pour la prononciation épouvantable, la peinture à l'occidental d'Extrême-Orient. Alors, comme tu l'écris à l'ouverture du paradoxe américain, on peut s'étonner que tu aies retenu la peinture nord-américaine de la première moitié du XIXe siècle, qui semble plutôt apparentée, clairement, au monde occidental. Alors, en quoi, ici, peut-on parler d'occidentalisme et comment les représentations visuelles rivalisent-elles avec les modèles européens? Alors, je me suis posé la question quand j'ai pensé à mon plan, quand j'ai conçu le bouquin, je me suis posé la question de savoir si je pouvais faire entrer la grande peinture américaine du 19e siècle. Et en fait, je me suis répondu que oui, et effectivement, c'est pour ça que j'ai appelé ça le paradoxe américain, c'est que les Américains, au moment où... Alors, les Américains, c'est quoi? Là aussi, c'est une question de géopolitique extrêmement actuelle, je le sais bien. Bon, c'est dans une... Je parle évidemment des Américains au sens Amérique du Nord, hein, au sens d'États-Unis d'Amérique. Je parle plus là du continent américain avec la Mésoamérique et l'Amérique du Sud. Les Américains, ce sont des Européens qui rompent avec l'Europe pour se constituer, et on le voit bien maintenant, hein, c'est vraiment très actuel, pour se constituer dans une spécificité qui, au fond, est tout le temps en train de les séparer des Européens, même si ils revendiquent, notamment dans des contextes de racisme, descendre des Européens. Et cette dialectique, vraiment au sens hegelien du terme, quoi, à la fois nier quelque chose et puis construire quelque chose d'autre, sur cette négation, s'opère globalement pendant tout le XIXe siècle, avec d'abord le Tea Party, les épisodes de rupture avec l'autorité anglaise, avec le Royaume-Uni, et puis ensuite la saisie d'une autonomie. Et cette saisie d'une autonomie, dans le cas américain, elle se fait par dérive de l'Europe et, dans le cas artistique, de l'art européen. Donc ce que font les Américains, c'est qu'ils inventent une peinture américaine, vraiment américaine, qui ne ressemble pas à la peinture européenne, même si elle procède de la peinture européenne. Alors là, alors, ça se voit sur des questions. Alors, ça se voit beaucoup sur des questions de format. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont probablement été dans des musées américains. Je répète, je parle toujours américains au sens des États-Unis. Je pense que ce qui vous a frappé, c'est les formats. Moi, ce qui me frappe aux États-Unis, c'est les formats de tout. Les mecs sont plus grands, tout est plus grand, les bagnoles étaient plus grandes, les immeubles sont plus hauts, etc. Et les peintures sont plus grandes. Donc il y a ce côté, les peintures, c'est pas les formats européens, c'est les formats plus grands. Presque toujours, pas absolument toujours, bien sûr, mais presque toujours. Et puis ensuite, il y a quelque chose, une sorte de... quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça préfigure le cinéma. C'est quelque chose une sorte de lyrisme totalement assumé que l'on ne trouve pas dans la peinture européenne. Et puis, les thèmes sont évidemment pas les mêmes. Et donc, ils font servir leur savoir-faire, qui est un savoir-faire bien sûr européen. Ils savent peindre comme des Européens. Ça, sur un tableau comme celui-ci, vous allez me dire que ça ressemble à un tableau de Salvatore Rossa, par exemple, du XVIIe siècle, voire un Turner ou un Lorrain. Puisqu'en France, évoquons Lorrain, ils adorent Lorrain.
voilà, qu'ils appellent Claude d'ailleurs. En américain, Lorrain se dit Claude, c'est vraiment leur meilleur copain. Et il l'appelle par son prénom. Et surtout au XIXe siècle, il y a un culte de Lorrain. Donc ça évoque des tableaux de Lorrain, parce que c'est beaucoup plus grand et qu'il y a des Indiens dessus. C'est ce qui est évidemment des Indiens à plumes que vous apercevez ici. Et qui raconte l'histoire américaine, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont... Ah oui, l'autre chose, les Américains ont deux choses que je trouve très, très passionnantes et très, très différentes de l'Europe, même si, je répète, ça en procède, mais sous une forme dialectique, c'est qu'ils ont, au XIXe siècle, le sentiment, la certitude de ne pas avoir d'histoire, ce qui est extrêmement embêtant, parce que comme en peinture, vous savez, la hiérarchie en peinture, ça met la peinture d'histoire en premier, mais en Europe, ça raconte d'une certaine façon l'histoire de l'Europe, même quand c'est une histoire gréco-latine, c'est l'histoire de l'Europe. Léonidas aux Thermopyles, c'est les ancêtres des Européens, si vous voulez. Mais il y a une rupture, c'est pas les ancêtres des Américains. Donc, c'est pas les ancêtres des Américains d'Amérique. Enfin, c'est pas les ancêtres. Ça ne peut pas servir d'ancestralité à un projet d'autonomie américaine. C'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas d'histoire. Or, ils veulent faire une peinture d'histoire. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont transformer la peinture de paysage en peinture d'histoire. Élever le paysage à la hauteur de la peinture d'histoire. En tout cas, c'est la thèse que je défends. L'autre chose, c'est qu'ils ont, et particulièrement les peintres, ont la certitude tragique d'être en train de détruire leur propre pays. Alors, pardon, je parle trop vite et je m'exprime mal. Ce ne sont pas les peintres qui détruisent leur propre pays. C'est le progrès. Le fait que des Blancs soient là détruit le pays parce qu'ils l'industrialisent. Ils savent très bien que l'industrie va détruire la sauvagerie du pays. Et donc, ils captent les derniers instants. Et là, il y a quelque chose de proprement tragique. Toute la peinture est vouée à retenir les derniers moments de quelque chose qui est en voie de disparition, qui est aussi bien le paysage que les Indiens, qu'ils sont en train de détruire, et ils savent très bien qu'ils sont en train de les détruire, et les plus raffinés d'entre eux le regrettent. Mais en même temps, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez, c'est terrible, vous voyez des Indiens qui assistent, cachés dans une nature encore sauvage, à la civilisation qui arrive là sous forme de troupeaux de bêtes qui sont pas qui sont des bêtes domestiques. Et puis tout au fond, si vous regardez bien, il y a des usines. Il y a les cheminées des usines ici au fond de la baie, et donc toute une modernité. Et le grand arbre ici, il est remplacé par un petit arbre de jardin, mignon mais un peu minable. Et donc donc au premier coup d'œil, on se dit ouais, ok, je connais, c'est du Lorrain. Au deuxième coup d'œil, on se rend compte que ça raconte tout à fait autre chose, et même tout à fait en rupture avec des œuvres comme celle du Lorrain, de Turner ou de Salvatore Rosa. Donc voilà, oui. En ce sens, je me crois fondé à considérer que c'est bien un occidentalisme, c'est-à-dire une approche de l'Occident depuis l'extérieur avec l'exercice de ce droit d'inventaire. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'en fais? Ce sont des poteaux télégraphiques également qui sont... Ce sont des poteaux télégraphiques. Bien sûr, c'est le télégraphe, c'est les usines. Alors, c'est vraiment intéressant que tu aies relevé ça parce que dans cette peinture aux États-Unis au 19e, on a vu l'invention d'un nationalisme, le renforcement de cette puissance, mais pas vraiment la culpabilité de la destruction des paysages et des peuples indiens, qui ne se voit pas d'ailleurs dans le titre. On a The Advance of Civilization. Là, on ne parle pas de destruction. Bon, ça paraît un peu simplifié. Or, l'image parle autrement et très précisément de cela. Également avec les arbres morts, la forêt détruite. Voilà. Également une autre peinture tout à fait étonnante d'une série que tu montres et qui a quelque chose de très actuel, de très contemporain dans la facture. C'est Charles Dease, à chaque fois pour permettre. In the Bark Lodge. Donc cette peinture de cet homme dans un lodge d'écorce. Est-ce que tu peux
le commenter. Oui, également. alors oui, je vais le commenter d'un mot là. Alors c'est en effet, il y a plusieurs peintres qui ont fait une peinture très ethnologique, représentant des Indiens et des Indiennes, moins souvent des Indiennes, mais il y en a aussi, même quelques enfants, avec leurs vêtements traditionnels et leurs peintures traditionnelles. Et ils y font très attention. Et de l'avis des spécialistes, il y a des sortes comment dire, c'est un peu des idéal types, c'est-à-dire que par exemple, ils vont mettre à un Indien de telle tribu les bijoux d'un Indien de telle autre tribu, ce qui ne pouvait pas se faire dans la vraie vie, mais en même temps, ils sont très observateurs et ça a vraiment une fonction. Là aussi, c'est toujours la même chose, hein, parce qu'ensuite, ils écrivent parallèlement en disant on se dépêche de peindre parce qu'ils vont mourir. Ils sont condamnés. C'est vraiment l'idée qu'ils sont condamnés. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans une peinture comme celle-ci, c'est ce que tu as tout à fait relevé, c'est que ces Indiens peignent précisément. Ils peignent pas du tout comme nous, mais ils peignent leur corps. Ils utilisent des couleurs pour peindre leur corps. Et le premier peintre américain, enfin un des premiers peintres américains, racontait dans une sorte d'autobiographie qu'il a confiée, qu'il n'a pas écrite vraiment, mais qu'il a dictée, que le goût de la peinture lui était venu des couleurs que quand il était petit, les Indiens arrivaient, c'est à la toute fin du XVIIIe siècle, les Indiens arrivaient pour vendre des trucs chez lui, enfin, dans sa famille, et qu'ils avaient ces couleurs et qu'il voulait toujours acheter les couleurs, et sa mère lui achetait quelques couleurs, et que son goût, il pense que son goût de la peinture lui est venu des Indiens, ce qui est une très belle histoire, en même temps très respectueuse, mais en même temps, cette peinture, comme dit très justement Evelyne, les peintures corporelles, vont contre les critères comment dire, d'imitation, etc. Ça vient troubler l'ordre occidental, l'ordre européen du portrait. Et il se trouve, donc le peintre américain se trouve en quelque sorte obligé de faire un portrait avec ce que j'ai appelé des peintures d'Indiens en jouant sur les mots, quoi. C'est une peinture, il y a la peinture des Indiens dans une peinture qui représente les Indiens. Et par ailleurs, je trouve que c'est très beau. J'en cite, enfin j'en publie, j'en ai publié le plus que je pouvais, c'est-à-dire 3 ou 4, c'est un peu répétitif, mais j'ai aussi, je tenais, mon éditrice était d'accord avec ça, d'essayer de faire un beau livre. Et voilà, on n'a pas résisté. C'est des choses qui sont assez peu vues en France, et donc on n'a pas résisté à en montrer plusieurs. C'est vraiment très très beau. Toutes ces peintures américaines, ça rend humble par rapport à l'idée, Matisse et autres. Un jour, ils auront des peintres. En fait, ils avaient déjà des peintres. Des sacrés peintres. Alors, voyons également ce qui se passe du côté du Proche-Orient. Alors, si nous en parlions tout à l'heure en ouverture, si une tradition musulmane réprouve les images, la situation est très différente en Iran, dans l'Empire ottoman sunnite et turc, ou dans les mondes arabes, d'Égypte, de Syrie, d'Irak, comme tu le montres dans le chapitre Tanzimat et Narda, l'art académique en terre d'islam. Les liens avec les traditions de l'Europe de l'Ouest sont renforcés en matière artistique. Alors cette fois-ci, par la présence d'écoles de beaux-arts. On se demandait tout à l'heure ce qui circulait, mais effectivement, il y a des images qui circulent, les gravures, parce que c'est plus facile, c'est moins onéreux, mais c'est plus léger. Mais il y a aussi tout le travail qui est fait à partir de là, dans les écoles de beaux-arts, où c'est une autre chose qui s'instaure, comme ça a pu être le cas d'ailleurs en Afrique et en Amérique latine plus tard. Alors, comment s'instaurent alors les occidentalismes au Proche-Orient, et peut-être à partir de cette extraordinaire femme à la fontaine que nous avons à l'écran? Merci. Je vais peut-être préciser deux petites choses. La première, c'est ce que veut dire Tanzimat et Narda dans le bouquin. Je le dis tout de suite, mais c'est pas forcément des notions qu'on a tout de suite présentes à l'esprit. Il s'agit de deux mouvements. Tanzimat, c'est un mouvement qui se situe dans l'Empire ottoman à partir des années 1830 à peu près. La Narda, c'est un mouvement équivalent, mais qui se situe plutôt dans la zone qui appartient en partie à l'Empire ottoman d'ailleurs, mais dans la zone arabe de l'Empire ottoman, qui couvre, si vous voulez, l'Égypte, ce qu'on appelle le Grand Liban, une partie de la Syrie. Enfin, donc c'est pas la même région et c'est pas la même culture. Dans un cas, c'est une culture turque, et dans l'autre cas,
cas, c'est une culture arabe. Mais dans les deux cas, ce sont des mouvements assez comparables qui touchent des membres du pouvoir, des ministres, des vizirs, des gens comme ça, et des intellectuels, donc des lettrés, qui globalement viennent de subir dès le début du XIXe siècle le choc, je ne sais pas comment dire, paracolonial ou pseudo-colonial, c'est-à-dire là, tout d'un coup, ils découvrent que l'Europe qu'ils avaient laissée une petite région pas très riche et pas très intéressante à la Renaissance, est devenue super puissante et les menace. Dans le cas de l'Égypte, comme dans le cas de l'Empire ottoman, il n'y aura pas de colonie à proprement parler. Il y aura un dominion anglais sur l'Égypte, mais il n'y a pas de colonie à proprement parler. Même pour la Syrie, il faut attendre le mandat de 1921. Enfin, vous voyez, c'est pas des zones qui ont été à proprement parler colonisées. Puis pour l'Empire ottoman, il implose en quelque sorte, mais enfin pas plus que l'Empire autrichien et à peu près à la même date, en 1918. Mais il constate que les Européens sont quand même devenus très 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 forts. Ils se demandent pourquoi ils sont devenus si forts et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des leçons de l'Europe qui soient compatibles avec leurs propres fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y a l'islam. Donc ils vont développer une théorie juridique, une théorie politique, un féminisme, ils regardent de très près les technologies. D'abord les technologies militaires directement, et puis par extension les technologies de représentation, et donc la peinture. Et c'est un tout, quoi. Ils considèrent que avoir une école des beaux-arts dans chaque capitale, c'est un instrument de modernisation, et qu'il faut qu'ils aient ces instruments de modernisation pour résister. C'est un peu le système du vaccin, si vous voulez. L'idée, c'est de s'inoculer des bonnes choses de l'Occident pour pouvoir mieux y résister et le rendre compatible. C'est ça qu'on appelle la... Bon. Or, l'image que nous montrons ne relève pas tout à fait de ça parce qu'elle est antérieure. Elle est du XVIIIe siècle, donc elle est antérieure et elle est persane. Là, c'est un peu autre chose, c'est que l'empire perse, enfin l'empire, l'Iran d'aujourd'hui, et c'est une des choses qui rend l'Iran qui fait de l'Iran un pays tellement extraordinaire et que la situation actuelle est d'une telle gravité, c'est que l'Iran a toujours été une sorte de lieu d'articulation entre l'Orient et l'Occident. Et a toujours reçu des images de ce type en toujours les transformant. Mais alors en toute petite quantité, d'une part, et c'est très très extraordinaire, parce que vous voyez ici, c'est une femme tout à fait occidentale, une femme à Fontaine tout à fait occidentale. Je vous fais remarquer tout bêtement que c'est une femme, et non seulement c'est une femme, mais elle est même elle a un très grand décolleté, alors que les femmes iraniennes sont bien entendu voilées. Je ne fais pas d'allusion à la manière odieuse dont aujourd'hui le pouvoir encore en place pour quelques semaines les oblige à être voilées. Mais traditionnellement, elles étaient voilées. Donc cette femme n'a absolument rien d'iranien. C'est aussi étrange pour un regard persan de voir une image comme ça que pour nous de voir l'image, je sais pas moi, d'une girafe ou c'est de l'exotisme total, quoi. Alors que pour nous, c'est pas du tout exotique, c'est une femme à La Fontaine. Et puis vous voyez là aussi comment, alors en plus elle est redoublée par La Fontaine elle-même, qui représente une espèce de déesse ou de je sais pas quoi, de muse, de ce que vous voulez, de naïade, quoi, toute nue, crachant de l'eau par une trompe. Et donc c'est évidemment des choses absolument inimaginables dans la réalité perse de l'époque. Donc c'est vraiment une image d'évasion. Et puis toute cette figure-là, figure de nymphe, était absolument ravissante, soyons passant, et tout à fait occidentale, mais le décor derrière, contrairement à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, le décor derrière, lui, il est tout à fait persan, avec pas vraiment de recherche de perspective et des montagnes très stylisées. C'est une façon de représenter la nature qui n'est pas du tout, enfin qui ne relève pas du tout des traditions européennes. Il y a quelque chose de la tapisserie, en fait, dans la facture de l'arrière-plan. Je me suis demandé s'il y avait des tapisseries qui circulaient aussi. Oui. Ouais.
il y a des tapisseries et il y a il va y avoir un peu après ça ce qu'on appelle les peintures de café, qui sont des très grandes peintures avec plein de personnages et peints à l'huile, et c'est des trucs qui décoraient les cafés où allaient les hommes. Alors c'était très frustrant de réduire le nombre d'images à vous présenter ce soir, mais bon, ça vous donne un peu une idée de ce contenu magnifique de cet ouvrage. Mais je voudrais quand même que l'on s'attarde sur celle-ci, sur la dernière, s'il te plaît, que l'on découvre une peinture qui me semble particulièrement explicite des enjeux des occidentalismes et de leur résistance à l'hégémonie justement occidentale en matière de vision du monde, parce que c'est quand même ça le nœud de la question. Comment est-ce qu'ici, on va déceler cette résistance à cette idéologie en fait occidentale, avec sa propre symbolique, ses propres valeurs, sa propre culture, sa propre religion, sa propre vision du monde? Oui, alors merci de cette question. Alors, ça, là, ce que vous voyez, c'est, je vais faire un petit commentaire, c'est extrêmement particulier. Vous souvenez que à partir de 1640 à peu près, de première moitié du XVIIe siècle, premier tiers du XVIIe siècle, à quelques années près, le Japon est totalement fermé. C'est ce qu'on appelle le sakoku, complètement fermé, à l'exception même pas d'une presqu'île, d'une sorte de barge touchant à la pointe sud de l'île méridionale de l'archipel nippon, qu'on appelle le Kyushu, où un bateau par an, un bateau hollandais, et en aucun cas un bateau catholique, a le droit d'aborder pour un petit échange. Et jusqu'en 1730, donc c'est des échanges très réduits à presque rien. Jusqu'en 1730, les livres n'ont pas le droit d'arriver, puis ils ont le droit d'arriver au compte-gouttes. Donc le Japon va s'éloigner complètement de la culture occidentale jusqu'à la réouverture au milieu du XIXe siècle. Mais il y a quand même quelques livres qui circulent. Et ces livres, très peu, mais ces livres, on les compte, enfin on en compte quelques, 2 ou 3 000 je crois. Ces livres suffisent à des intellectuels, à des savants japonais, pour essayer de reconstituer quelque chose de l'Occident. Puis ils achètent quand même. Donc il y a une sorte de curiosité d'autant plus grande qu'elle est extraordinairement ténue. Et Shiba Kokan, qui est à la fois un scientifique, il s'intéresse à la zoologie, il a écrit un traité sur les plantes, il est assez proche du pouvoir, je veux dire, c'est un noble, etc. Pour lui, la peinture c'est un moyen intellectuel. Il cherche pas à faire quelque chose de beau, mais il peint cette peinture sur soi, qui est tout à fait étonnante. D'abord parce que vous voyez ici la vision qu'il a d'un occidental, il n'en a jamais vu, hein, jamais, qui tient un livre que l'on a pu identifier. C'est une des éditions de l'anatomie de Vézal, donc un best-seller de connaissance du corps complètement différente de toute connaissance du corps à la japonaise, puisque c'est une anatomie précisément. Et il imagine donc cette espèce de discussion entre un japonais, un sage chinois. Le japonais est ici, il est caractérisé par l'art floral. Le chinois est caractérisé par un rouleau. Et puis l'occidental a ce livre, qui est donc un des rares livres qui circulait au Japon à la fin du XVIIIe siècle. Et dans le registre supérieur, on assiste à vous voyez une pagode. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais bon, là, vous voyez le toit de la pagode. Vous voyez là le toit de la pagode en flammes. Et il y a 3 manières d'éteindre les flammes. La manière chinoise, ici, ils éteignent comme les Chinois éteignaient les incendies, c'est-à-dire avec des toutes petites quantités d'eau. Évidemment, ça ne marchait pas. La manière occidentale, avec une pompe à eau. Et la pompe à eau était une invention très récente, et on sait qu'elle était du milieu du XVIIIe siècle, et on sait qu'elle était arrivée, ça faisait partie des rares technologies qui arrivaient au Japon. Donc les Japonais s'étaient dotés de quelques pompes à eau. Et c'était pour eux
quelque chose, évidemment, de tout à fait européen. Et eux, ils arrivent à éteindre, vous voyez, le jet d'eau. Et puis, les Japonais, ici, ils se servent de leur eau pour prendre un bain. Donc, on pourrait penser, ils ont de l'eau dans des tonneaux, mais ils regardent avec une certaine indifférence, et puis surtout, ils se lavent. On pourrait penser que... Enfin, il y a plusieurs interprétations, mais... L'interprétation que je retiens, connaissant en plus un peu la vie de... Enfin, je ne connais pas la vie de Shiva Kokan, mais ce que je sais, c'est qu'il a terminé sa vie volontairement dans un monastère. Donc, il est revenu vers des choses très dans un monastère japonais, hein, bien sûr, pas dans un monastère chrétien. Donc, il est revenu vers des fondamentaux japonais. J'ai tendance à penser que la leçon de ce tableau, c'est à la fois, c'est très très intéressant ce que propose l'Occident, ça vaut vraiment la peine qu'on le connaisse, mais la vraie sagesse, c'est une sagesse au fond, c'est d'être indifférent aux événements, et continuer sa vie quotidienne, continuer à se laver quand il y a un incendie, plutôt que de s'exciter à essayer de le maîtriser avec des systèmes occidentaux. Je pense qu'il est assez ironique sur ces savoirs occidentaux. En tous les cas, il a un avis là-dessus, c'est technologiquement supérieur, mais c'est pas ça qui est fondamental. Voilà, je crois que c'est ça que nous montre une œuvre comme celle-ci. En ça aussi, ça me paraît assez représentatif de ce mouvement que j'essaie tout le temps de décrire dans le bouquin, qui est cette espèce de liberté, quoi, au fond, qui est celle des artistes et de ce qu'ils véhiculent par rapport à des propositions occidentales. Ouais, c'est très très éclairant. Merci beaucoup. Alors, peut-être que nous allons vous laisser la parole, parce que si nous continuons, vous n'aurez pas le temps de poser des questions ou d'intervenir sur vos commentaires. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule aussi. Oui, voilà. Donc, Maxime a un micro. Je suppose que ça vous donne envie de poser des questions qui vous sont venues au fur et à mesure en écoutant Nassim Aboudrar. Oui, une question très banale. J'ai pas très bien compris comment vous avez justifié le fait que les empereurs moghols, Jahangir, Akbar et compagnie, se sont représentés et ont même représenté le prophète Mohammed. J'ai vu en Inde des images du prophète représenté là-bas. Donc, je n'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué là-dessus. Oui, non, mais d'abord parce que vous avez d'autant... Enfin, je n'ai rien expliqué à ce sujet, donc c'est bien normal que vous demandiez une précision. Et ensuite, il n'y a pas... Alors, ça, je le rappelle d'innombrables fois parce que c'est un de mes thèmes de recherche. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de véritable interdit de la représentation dans l'islam, même pas dans l'islam sunnite, et même pas du prophète. Il y a des représentations du prophète, je peux vous en citer plusieurs, et c'est une espèce de légende urbaine récente qui consiste à dire on ne représente pas le prophète. C'est faux. On représente ce qui, en revanche, je pourrais vous en parler, je pourrais faire une conférence, je vais vous l'épargner, mais il y en a, elles sont rares et elles sont anciennes. Dans le cas, à partir d'un certain moment, c'est vrai que les sunnites vont cesser de représenter en général, et le prophète en particulier. Quand je dis le prophète, c'est représenter en fait un homme qui est dans la situation d'être le prophète. Par exemple, un homme sur la jument qui l'emmène à Jérusalem. Ce n'est pas une représentation du prophète comme nous, on a des représentations de Jésus qui sont, si je puis dire, ressemblantes. C'est ressemblante en tout cas à un modèle que l'on sait. On ne peut pas reconnaître le prophète, mais on peut savoir que c'est lui parce qu'il prêche ou parce qu'il est sur sa jument, etc. Ensuite, donc c'est pas un apax qui est une représentation du prophète. Ensuite, pardon ? Alors, ça, je vais y venir, c'est autre chose. Enfin, c'est pas autre chose, mais je vais y venir. Ensuite, ce sur quoi j'ai insisté, c'est que ce groupe de Moghols, d'empereurs moghols, ont pratiqué un islam exceptionnellement tolérant.
exceptionnellement ouvert. Ça arrive, alors bon, ça arrive pas très très souvent dans l'histoire européenne du christianisme, mais enfin ça arrive qu'il y ait comme ça des périodes de tolérance. Et c'est le cas, c'était des gens qui avaient une tradition sur 3 ou 4 générations, ça va se refermer après, mais sur 3 ou 4 générations, une tradition d'enquête spirituelle et de goût pour les images. Donc ils ont développé un goût pour les images qui ne leur était pas interdit. N'oublions jamais que le prétendu interdit musulman des images, n'existe pas dans le Coran, pas une seule fois. De toute façon, le mot image ne se trouve pas dans le Coran. L'affaire est réglée. Ce que l'on sait, c'est par des hadiths, donc par des dits du prophète, c'est sa réticence aux images. Le fait qu'il n'aimait pas beaucoup ça, ce qui n'empêche nullement les chiites d'en faire. Ils en font encore. Et ce qui a empêché la tradition sunnite, effectivement, jusqu'à un certain point, d'en faire. C'est total dans certaines écoles, par exemple dans les écoles hanbalites, c'est total, ou même dans les écoles marocaines, c'est total. Il n'y a aucune image dans l'histoire d'image, je veux dire d'image figurative, bien sûr. Hein. Vous n'en trouvez pas au Maroc, dans l'histoire, enfin. Mais ça a toujours été partiel chez les Turcs, toujours été partiel etc. Donc il y a des images. Elles sont rares, elles sont très régulé, mais il y en a. Voilà, je crois que je vous ai répondu. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour, bonsoir. J'avais une petite question, moi, sur la partie peut-être plutôt XXe siècle, finalement on a peut-être un petit peu moins vu ce soir, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, évidemment. Je me posais simplement la question, peut-être par curiosité, hein, simplement, de l'ère géographique qui était plus concernée au XXe siècle par ces détournements, réappropriations. Alors, dans mon bouquin, j'ai deux réponses. Dans mon bouquin, je termine. J'ai je me suis donné 2 limites. Je termine autour des années 30. Même si volontairement c'est très difficile de trouver une véritable date, donc, mais disons, parce que c'est très difficile de trouver une véritable date parce qu'il y a des avancées, comment dire, il y a des pays plus précoces en quelque sorte que d'autres dans l'ouverture des écoles des beaux-arts, etc. Enfin, les œuvres les plus récentes que je montre dans mon livre datent des années 30. Et l'autre limite du livre, parce que j'espère faire un autre bouquin qui en serait la suite, c'est que je n'ai pas regardé de situation coloniale, moderne, contemporaine, réelle. J'ai pas... voilà, donc je veux dire, c'est encore une fois, on peut discuter sur l'Égypte, mais j'ai pas regardé l'Afrique, j'ai pas regardé j'ai pas regardé l'Inde anglaise, j'ai pas regardé le Maghreb français, j'ai pas regardé des choses comme ça. Alors, quels sont les pays concernés ? Les pays principaux concernés, c'est le Japon et la Chine, sur lequel j'ai écrit un assez gros chapitre, parce que en particulier au Japon, il y a un mouvement très puissant qui s'appelle le yoga, sans rien à voir avec les pratiques corporelles. Hein. Les Japonais ne l'écrivent pas de la même manière, mais nous, on l'écrit de la même manière avec juste un petit signe sur le haut. Donc, qui est vraiment de la peinture à l'occidentale. Il se lance dans une peinture à l'occidentale, et c'est stupéfiant, parce que du coup, il y a des peintures, on ne peut pas penser une seconde qu'elles sont faites par des Japonais, pour le coup. Les Chinois vont embrayer et vont envoyer quelques artistes en France, notamment, ou plus généralement en Europe. Le cas de la Chine est un peu différent, parce que la Chine a beaucoup plus souffert au XXe siècle que le Japon, et que presque beaucoup de choses ont été détruites, mais pas tout. Et donc, on a quand même des exemples chinois, on a même des exemples coréens, etc. Et puis, l'autre grande zone que j'ai regardée, c'est le Proche-Orient, où, effectivement, comme le rappelait Evelyne, il y a aussi bien dans l'Empire ottoman que dans le monde arabe et dans le monde perse, des mouvements d'occidentalisation à marche forcée, très volontaristes, mais contrairement à ce qu'ils pensent eux-mêmes, souvent, quand ils écrivent leur propre histoire, à mon avis, jamais aussi soumis qu'ils ne le pensent. Et à chaque fois beaucoup plus distant.
Oui, est-ce que cette occidentalisation, cet occidentalisme s'est traduit au niveau des statuts du peintre? Est-ce qu'il y a eu un effet de cette adulation de la peinture qui s'est traduit, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait eu un passage par les beaux-arts d'un des peintres. Est-ce que vous avez repéré une évolution du statut du peintre? Comment est-il reconnu? Est-ce qu'il est reconnu à la cour simplement, ou est-ce que... Je vous remercie, c'est une excellente question à laquelle je peux répondre. Ce serait un tout petit peu long parce qu'il faut partir des statuts antérieurs, etc. Donc pour le dire un peu vite, justement dans le monde musulman au sens vraiment très, très large, les premiers peintres viennent des milieux militaires et viennent parce que en fait ils apprennent la perspective pour pouvoir faire des plans. Ça fait partie de l'enseignement des prytanées militaires dans lesquels interviennent des profs occidentaux. Et donc, au départ, c'est des milieux militaires qui sont donc liés d'une certaine façon à des milieux assez proches de l'aristocratie. Enfin, les premiers peintres turcs, par exemple, viennent de milieux extrêmement privilégiés et apprennent la perspective, puis peignent pour le plaisir un petit peu et vont devenir ensuite, pour certains, archéologues, par exemple. Mais tout ça, ça reste dans des sphères assez élevées. On observe quelque chose d'assez comparable au Japon, où beaucoup de peintres sont de la première génération de peintres à l'occidental, viennent de milieux militaires là aussi assez proches des sphères impériales. Rarement quand même directement des sphères impériales, mais enfin ce sont des gens qui sont quand même très... et qui considèrent la peinture le plus souvent comme une faculté parmi d'autres. Il y a pas mal de juristes, par exemple. Il y a pas mal de peintres qui viennent en Europe au départ pour faire du droit, et puis ils se mettent à la peinture, ils adorent ça, ils vont devenir peintres, des parcours comme ça. En revanche, en Chine, il y a une forme de rupture qui va bien avec l'histoire chinoise, parce que la peinture, dite des peintres lettrés, était déjà l'affaire des aristocrates, pour autant, pour le dire en termes occidentaux, qui sont sûrement pas les bons. Et là, les peintres, au contraire, les grands peintres chinois du XXe siècle, sortent de milieux beaucoup plus modestes et se professionnalisent beaucoup plus en rupture avec la tradition lettrée. Précisément parce qu'ils considèrent que cette tradition a fini par être une sorte d'étouffement, et ça va avec le fait de changer aussi tous les systèmes d'enseignement, etc. Dans le monde arabe, alors socialement, ce sont presque toujours quand même des gens assez... par définition, si vous voulez, si vous êtes un paysan analphabète, fils de paysan analphabète, vous avez fort peu de chances de rencontrer un jour l'idée même de peinture. Mais donc, ce sont des gens qui sont plutôt, par exemple, du Caire ou de grandes villes et de milieux plutôt aisés, quelques femmes, et eux, ils vont imiter ou adopter des statuts sociaux très proches des statuts occidentaux, avec le côté un peu bohème, le côté une vie de café, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils vont très très vite s'identifier à ces modèles. Donc c'est pas, tandis que les Japonais, non, pas vraiment. Ils font des revues, ils ont le côté intellectuel des artistes, si vous voulez, des revues, ils font des revues d'art et tout, mais ce sont des nobles, ce sont des gens, c'est très très souvent, on sent qu'il y a une très grande aisance financière, pas toujours, mais le plus souvent. Et puis nombre d'entre eux sont venus se former aux Beaux-Arts à Paris. Bien sûr. Donc c'est vraiment l'empreinte qui est diffusée, comme technique et comme style de vie aussi, ce que tu dis, bien sûr. Merci beaucoup. Juste une petite parenthèse à question du XXe siècle. Il y a aussi une influence augmente de influence d'autres cultures, d'Afrique, Picasso, au Japon, chinois pour le art Jugendstil. Par exemple, je voulais dire juste ça, qu'il y a deux côtés de influence. Bien sûr, oui, ça, Merci bien sûr. beaucoup. Bien sûr, bien sûr.
Non, je me posais la question par rapport au tableau moghol que vous avez présenté. Et je me demandais comment nous avions à le lire, puisqu'il y a la calligraphie et cette représentation. Bon, alors, nous, peut-être, sommes-nous tentés immédiatement de nous projeter dans l'image. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que spectateur occidental, de tout ce qui entoure l'image? Merci pour ces questions très importantes. Vous, en tant que spectateur occidental, vous et moi, en tant que spectateurs occidentaux, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on ne lit pas le nastaliq, c'est une chose assez compliquée, parce que c'est d'une certaine graphie arabe, que l'on appelle nastaliq, qui note en fait du persan. Donc, c'est bon. Mais je ne le lis pas, apparemment vous ne le lisez pas, mais il y a des érudits qui le lisent, les persanologues le lisent, donc je leur ai demandé. Et je n'ai pas demandé qu'on traduise toutes les écritures, mais j'ai demandé qu'on traduise un certain nombre d'écritures. Je cite d'ailleurs un certain nombre de traductions dans mon bouquin. Et il apparaît, et là c'est très, très, enfin, c'est une découverte pour moi, et une découverte assez passionnante, que ce sont des extraits de poèmes qui n'ont, je montre dans mon livre, des gravures, des gravures européennes. Alors là, c'est directement la gravure européenne qui est collée dans un décor du type de celui-ci. Au milieu, il y a une gravure européenne et des écritures au verso, ou éventuellement à côté, mais plutôt au verso. Et donc j'ai voulu savoir si ces écritures avaient un lien quelconque avec la gravure. En fait, non seulement il n'y en a pas, mais même quand on le lit, c'est très difficile de comprendre ce que c'est, parce que ce sont des extraits de poèmes ou de chansons en comniastique, laudatif, si vous voulez, à l'endroit du prince, mais qui sont seulement en extrait et qui n'ont, dans nos logiques, strictement rien à voir. Donc ça donne quelque chose du genre, vous avez d'un côté, je sais pas moi, une gravure chrétienne quelconque, enfin vous pouvez imaginer une crucifixion, un truc du genre, et puis de l'autre, tu es comme la rose. Ou voilà, c'est des phrases comme ça, ô sultan parfumé. Mais il n'y a que ça, c'est juste un extrait. En plus, c'est très peu. Vous voyez, une phrase comme ça, même si on ne la lit pas, on voit bien que c'est un très court extrait, c'est pas un texte. Et donc, on n'arrive pas à faire le lien. Et il y en a peut-être, mais on n'arrive pas à le faire. C'est ce qui se voit aussi dans la circulation des objets. La circulation du Jugendstil, ça me fait penser effectivement à tous ces objets. Je pense au travail de Rémi Labrusse sur l'islamophilie, et ces objets qui sont aussi porteurs d'écriture, qui sont aussi des bribes de poèmes, des choses déconnectées. Bonsoir et merci beaucoup pour ce livre. Vous avez dit tout à l'heure en réponse à une question que vous prépariez un deuxième volume plus sur le colonialisme ou sur le fait colonial. Est-ce que, et sans vouloir spolier du tout la saison 2, mais est-ce que vous voyez déjà est-ce qu'on peut parler de différences en fait dans les réappropriations entre des pays qui ont vécu ou subi une domination coloniale et les pays dont vous avez parlé, ou les esthétiques dont vous avez parlé là? Je vous remercie pour votre question. Je ne vais pas spoiler, d'autant que je suis loin de... Enfin, je veux dire, je veux le faire, quoi. Pour l'instant, j'en suis vraiment aux approches, mais je fais déjà quelques cours, c'est un peu autour de ça. Et oui, on voit des différences absolument fondamentales pour des raisons très simples. C'est que c'est l'autorité coloniale qui décide de l'accès ou pas des colonisés à un enseignement artistique. Et l'autorité coloniale... Alors, pour la petite histoire, ça, je le raconte dans mon livre, dans ce livre-là, donc je ne peux dire rien du tout. L'art, la peinture à l'occidentalisme, si vous voulez, pour reprendre mon expression, la peinture à l'occidental en Égypte, en fait, le pouvoir égyptien au Caire s'est opposé de toutes ses forces à ce que les musulmans aient le droit d'apprendre à peindre. Et les Anglais ont refusé la création d'une école des beaux-arts jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés quand même par le Khedive. Et c'est seulement à partir de là que l'on crée une école des beaux-arts au Caire. Et du coup,
elle est faite par des les Quérotes appellent des Français, et tous les beaux-arts se feront entièrement en français pratiquement jusqu'à Nasser, enfin en tout cas pratiquement jusqu'à la guerre, parce que c'est la langue de l'art, entre autres pour déplaire aux Anglais, pour agacer les Anglais. Donc vous voyez, il y a très tôt, il y a des enjeux. Dans le cas de la colonie française, les Français décident globalement souverainement de qui est doué pour la peinture ou qui n'est pas doué pour la peinture, et du coup qui a le droit ou pas. Et je peux vous dire en gros que les musulmans n'y ont pas le droit, et de façon assez... alors pour des tas de raisons, dont des raisons d'ordre public, avec l'idée que si on apprend aux musulmans à peindre, ils vont faire des représentations et que ça va pas plaire, et que donc va y avoir donc il y a toutes sortes d'arguments, mais il y a aussi des arguments très, très racialistes, comme quoi les sémites sont totalement incapables c'est pas moi, c'est Renan qui dit ça, hein, c'est Ernest Renan, sont inaptes à la représentation. Et ça, les Français y croient dur comme fer. Et du coup, par exemple, il y a une école des beaux-arts à Alger où les Algériens n'ont pas le droit de s'inscrire. C'est aussi simple que ça. En revanche, en Indochine, on considère que les Indochinois, ce qui n'existe pas, mais je passe, c'est l'expression de l'époque, sont eux plutôt doués. Donc on va leur apprendre à faire un certain type de peinture, etc. Enfin ça, il y a donc oui, j'ai de quoi faire dans mon bouquin, et je peux vous dire que ou dans des articles, je sais pas quoi, je peux vous dire que la situation est très différente. C'est vraiment une pression coloniale avec du coup des oppositions. Oui, j'avais encore peut-être une petite question qui me revenait, c'est qu'il a été question de la façon dont les représentations disaient quelque chose aussi des savoirs scientifiques sur la question de comment on catalogue, on classifie les objets du vivant ou les objets du monde, on va dire. Et je me demandais si ça, c'était observable là dans tous les cas de figure, et aussi si là, il y avait une forme de syncrétisme parfois, c'est-à-dire, parce qu'on sait... alors je ne m'exprime pas très bien, mais... on sait comme les questions de représentation peuvent être connexes, notamment par rapport à la perspective, à des questions de représentation spatiale, d'appropriation du monde, ou de positionnement, on va dire, tout simplement dans l'espace et dans le rapport aussi à l'espace et au monde. Et voilà, donc je me demandais si, en dehors, je ne sais plus dans quelle figure, je crois que c'était Il y a trop de questions dans cette question pour que je puisse faire une réponse simple. Ça dépend. C'est pas tout à fait au cas par cas, mais alors globalement, la perspective n'a pas, dans ce que j'ai appelé les occidentalismes, la fonction de description du réel, de description et d'invention au sens latin du terme, d'invention du réel qu'elle a dans nos cultures européennes. Ça reste une sorte de formalisme pour la bonne raison que le réel est différent, qu'ils ne sont pas dans un système, pour le dire dans les termes de Descola, ils ne sont pas dans un système naturaliste. Donc ils empruntent d'une sorte d'imaginaire naturaliste, mais pour eux la vérité ne réside pas là. Tu vois, donc c'est en ce sens. Alors maintenant, ça souffre un certain nombre d'exceptions, ce que je dis, et la principale. Alors, d'autre part, quand il s'agit de représenter sans la perspective, mais de représenter de manière extrêmement précise, par exemple des fleurs ou des plantes, ça, que ce soit les Indiens ou les traditions arabes, ils ont toujours su le faire. Et vraiment très très bien. Donc, et c'est pas de l'occidentalisme. Il y a, on a des représentants. Oui, j'ai bien dit d'animaux et de plantes en particulier. Où il y a des traités de médecine illustrés, par exemple, dans la médecine arabe. Il y a des choses comme ça. Donc, où le corps est très rarement représenté, mais les instruments, disons que leur système scientifique de représentation scientifique ne passe pas par l'usage de la perspective, contrairement à ce qui se passe à l'époque classique en Europe. Maintenant, dans le cas de la peinture américaine, là, il y a le poids très important de Alexander von Humboldt. Alors, pas tellement
comme naturaliste, mais pour son livre Cosmos. Et dans Cosmos, Humboldt explique lui-même que la peinture de paysage va remplacer la peinture d'histoire. Et ça, c'est un best-seller aux États-Unis. Et donc toutes les peintures andines et les grands paysages, etc., se prévalent presque systématiquement d'une lecture de Humboldt. On ne lit plus Cosmos aujourd'hui. C'est dommage, il y a une édition de Cosmos, mais c'est vraiment une très 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 grande épopée intellectuelle, doublée d'un des best-sellers du 19e siècle. Il faut pas le... Donc voilà, en ce sens... Une toute dernière question. Peut-être ici ? Allez. Non, je n'y résiste pas, mais je me demandais si cet occidentalisme, vous l'aviez constaté dans l'art de la caricature. Est-ce qu'il y a... Non, excusez, on n'est pas forcé, vous n'êtes pas forcé de répondre. Merci, c'était tellement intéressant. Non, je bafouille. Vous voyez, je bafouille. Je ne sais pas si je qualifierais la caricature d'occidentalisme ou d'un genre occidental qui peut être parfaitement maîtrisé. Si vous voulez. Il y a un moment où l'occidentalisme s'arrête, en fait. C'est ça me permet de vous dire ça. C'est qu'il y a un moment où l'occidentalisme s'arrête. Donc, si vous voulez, des très grands caricaturistes, comme la tradition de caricature mexicaine, par exemple, c'est pas un occidentalisme. C'est la presse, il participe de... Il y a des caricaturistes mexicains, comme il y a des caricaturistes occidentaux, européens. Vous voyez ? C'est pas... Mais je pense que ce sont d'autres traditions. Je pense au Choteo des Caraïbes, par exemple, qui est une autre tradition de l'ironie et de l'humour. Alors, j'ai dit, les chronologies sont différentes selon les ères, mais globalement, à la fin de la guerre de 14. Je vous donne un exemple que je cite dans l'introduction à mon livre. L'exemple que je donne, c'est celui du surréalisme, dont j'ai pas parlé. Bon, le surréalisme s'est inventé entre la France et la Belgique, globalement, mais à l'instant même, c'est comme ça se répand dans le monde comme une traînée de poudre. Il n'y a aucune raison, sauf alors pour le coup à être complètement européocentré, enfin je pense de façon un peu enfin, qui marche pas, tout simplement. Il n'y a aucune raison de considérer qu'un artiste égyptien, il y a beaucoup de surréalisme. Il y a une grande école de surréalisme égyptien qui d'ailleurs est en partie niçoise. Enfin, il y a une sorte de... Voilà, ça a été très, très étudié récemment, des liens entre Nice, Marseille et le Caire, où des artistes arabes voyagent entre les trois et font des revues surréalistes. Et puis il y a un très grand surréalisme, évidemment, il y a un très grand surréalisme sud-américain aussi. Vous avez plein d'artistes surréalistes, que ce soit justement au Mexique, dont je parlais tout à l'heure, etc. Ceux-là, ils sont surréalistes. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont pas belges qu'ils sont pas surréalistes. Ils sont strictement contemporains. C'est pas de l'occidentalisme, c'est des surréalistes égyptiens ou mexicains ou brésiliens. Vous voyez, ils sont surréalistes de plein exercice. Pour l'abstraction, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, alors là, pour le coup, c'est des affaires coloniales et décoloniales, etc. Mais globalement, les grands abstraits marocains ou les grands abstraits algériens, ils sont abstraits. Alors ils disent qu'ils ont inventé l'abstraction avant tout le monde, ça c'est des trucs politiques, mais ce sont des artistes abstraits, ils n'ont pas calé leur abstraction sur l'abstraction européenne, ce sont des artistes abstraits. Donc vous voyez, ça n'a pas de sens là, je trouve que en ce sens ça s'arrête. Et puis... oui, au profit d'une internationalisation. Voilà, ça s'internationalise. Et l'art contemporain, il est très 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 mondialisé. Ensuite, il y a des... Ensuite, c'est compliqué. Mais globalement, il est très désaxé, en tous les cas, par rapport à l'Occident. Vous n'allez pas... Voilà, en ce sens, là, au XXIe siècle, ça n'a pas de sens, aucun sens. Et même, à mon avis, des années 30, 40, c'est difficile de dater, mais selon les endroits, ça n'a aucun sens. Je parle d'occidentalisme quand l'Occident est suffisamment différent pour qu'il soit repérable comme un objet que l'on va imiter, subvertir, décaler, déplacer, etc., mais comme un objet différent.
Voilà. Eh ben, il me reste à vous remercier toutes et tous, et en particulier Evelyne et Nassim. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'être venu. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, on peut continuer la discussion ici avec Nassim. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée mercredi 4 mars 2026 à la librairie Ombre Blanche avec Bruno Nassim Aboudrar, auteur de Occidentalisme, peindre à l'européenne dans le monde, 16e-20e siècle, aux éditions Flammarion. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.